pas que ce phénomène, qui n'est pas un phénomène générationnel. Ça n'est pas une histoire d'âge. Et pourtant, ça fait des années et des années qu'on n'aime pas trop la jeunesse, parce qu'on est vieux, que Hésiode ou Platon, avant Socrate, s'est penché en fait sur une jeunesse insupportable, sans retenue, terrible, à qui on ne donnerait pas d'héritage en fait. Donc ça n'est pas ça en fait le phénomène dont on parle là. Ça n'est pas un effet d'âge. Je crois que ça n'est pas un effet de génération non plus. C'est-à-dire qu'après nous, c'est pas une autre génération qui va se comporter d'une manière radicalement différente. Je pense que c'est une révolution culturelle, ce dont on parle, plus qu'une révolution technologique. Et le terme juste serait celui de Michel Serres, c'est une révolution anthropologique majeure. Parce que justement, là je vais faire le pont avec mon voisin de gauche, il explique qu'il y a eu 3 grandes révolutions anthropologiques, l'écriture, l'imprimerie, le numérique. Et le numérique qui a créé un monde global, transversal, interconnecté, rapide, ouvert, agile, précaire, et qui a accouché d'une génération d'homo numericus, des digital natives, génération Y née après 80, génération Z née après 95, et finalement à partir des années 80, c'est-à-dire l'explosion d'Internet, en réalité on explose le concept de génération. Et ces homo numericus en fait ont une caractéristique principale, ils nagent comme des poissons dans l'eau dans cet écosystème bouleversé, bouleversé d'un point de vue culturel, bouleversé d'un point de vue économique, bouleversé d'un point de vue idéologique, bouleversé d'un point de vue spatio-temporel. Et donc, le fait de se dire qu'il s'agit là, non pas d'un phénomène d'âge, d'un phénomène générationnel, mais bien d'une révolution anthropologique, ça permet d'utiliser cette jeune génération un peu comme des poissons pilotes de ce à quoi ressemblera la société demain. Ce qui est un petit peu notre moule d'attaque. Se dire finalement, dans leurs rêves, dans leurs frustrations, dans leurs envies et dans leur construction, qu'est-ce qu'on peut tirer comme fil de ce à quoi ressemblera l'entreprise, la société, l'école, les partis politiques dans les années à venir. Excellent teasing pour la séquence pour action qui va venir d'ici quelques minutes. Un commentaire de Joël Doronet et ensuite le plein de vue de Bernard Beltante. Je partage cette vision de Manuel du fait que beaucoup de jeunes du millénial, quand ils rentrent dans l'entreprise, ont un choc, un véritable choc culturel. Un choc culturel qui est créé par la hiérarchie, le système hiérarchique traditionnel pour la surveillance, le contrôle de la présence et des horaires. Or, ils ont besoin d'un nouveau type de manager, je dirais un nouveau style, pas seulement une nouvelle méthode de management, un style que j'aime bien représenter par le charisme d'abord. Ils ont besoin d'avoir des leaders charismatiques qui leur donnent envie. Deuxièmement, des leaders qui ont une vision, pas seulement le plan pour battre la concurrence dans l'année qui vient, du long terme, une vision, des valeurs fondamentales sur l'humain, sur l'environnement, et pas seulement sur faire du bénéfice et du profit, de l'écoute, être écouté, parce qu'ils ont des idées, souvent on les rejette en disant ça a déjà été fait ou ça on n'y arrivera pas. Le oui mais, pas le oui et. Ils ont besoin de leaders qui disent le oui, oui c'est pas mal, et on pourrait faire ça aussi. On leur dit en général oui mais. Et puis enfin, après charisme, vision, écoute, valeur, confiance. Des leaders qui leur fassent confiance dans leur capacité d'expérimenter des idées à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, de se tromper, de faire des erreurs, de les évaluer et de dire pourquoi ça n'a pas marché. Je rebondis sur ce que vous dites, la vision, une phrase d'Éric Orsena, un compagnon de route des Échos, l'urgence c'est le long terme, c'est toujours important dans les entreprises. Bernard Beltante, votre point de vue sur tout ça, sur le diagnostic, de quoi s'agit-il, de quoi cette révolution est-elle le nom, et qu'est-ce qu'elle n'est pas, pour reprendre l'image d'Emmanuel, vous qui travaillez au contact des entreprises et qui formez justement ces millennials. On en a 7000 par an. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit que vous pouviez nous apporter un point de vue intéressant. Je dirais tout d'abord que je me méfie beaucoup des classifications, génération Y, génération Z, millennials. Ces choses-là, les millennials, ils sont quand même nés dans un environnement scientifique, économique, que la génération précédente a créé. Les Steve Jobs et autres ont créé cet environnement. Donc ils sont nés dans un monde qu'on leur a préparé. Mais on n'a pas su peut-être plus ou moins. Il faut quand même se le dire. Et on n'a peut-être pas mesuré quel était le mouvement de fond qu'on enclenchait avec la révolution. Oui, il n'y a pas de génération numérique, effectivement, avec ce basculement de génération spontanée. Et pour moi, quand on a travaillé, à préparer effectivement pour l'emploi, je crois qu'un des phénomènes extrêmement forts du numérique, c'est que ça transforme les industries de stock en industries de flux. Et ça,
c'est le changement fondamental. C'est une des facettes de l'âge de l'accès. Absolument. Je veux dire, par exemple, Accor a des stocks de chambres, des stocks de restaurants, des stocks de serveurs, des stocks de femmes de chambre, des stocks de nuitées. Airbnb, à l'instant où je vous parle, ne sait pas combien de nuits il aura à disposition dans 2 heures. C'est un flux continuel. Si je prends la presse ou si je prends l'éducation, nous avons on a des histoires à vous raconter, des stocks de profs, des stocks de salles, des stocks de cours, des stocks d'étudiants, des stocks de stages, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie porosité. L'information est totalement disponible. Il y a l'intelligence artificielle. Le professeur qui diffusait le savoir aujourd'hui devient